Bonjour, une fois n'est pas coutume, nous nous retrouvons donc un mercredi 14 novembre, et nous nous retrouvons dans le cadre de notre série de 12 webconférences qui sont donc consacrées aux solutions pratiques pour développer les compétences en entreprise. Je rappelle que nous avons déjà abordé un premier cycle qui était professionnaliser les salariés, pourquoi, comment. Nous avons entamé notre second cycle à la rentrée avec la réforme de la formation. Qu'est-ce que cela change pour vous? Nous avons abordé le recrutement en alternance, former les salariés avec le compte personnel de formation, et nous allons donc aborder ce jour le dialogue avec les instances du personnel. Le troisième cycle débutera en janvier et il sera consacré aux bonnes pratiques en formation. Je cite tout ça pour vous rappeler que vous pouvez trouver l'ensemble des conférences passées sur notre site web. Et donc notre 7e conférence est consacrée au dialogue avec les salariés et aussi leurs instances représentatives. Et entre obligations et opportunités, nous abordons ce sujet avec notre ami et néanmoins consultant en droit de la formation et en droit du travail, Jean-Pierre Willems. Et comme à l'accoutumée, on va proposer à Jean-Pierre de dérouler pendant une trentaine de minutes son intervention. On laissera la place à des questions-réponses, si tant est qu'il y en ait. N'hésitez pas, en tous les cas, vous pouvez déposer vos questions via le chat, et Stéphanie les recevra et nous en fera part à l'issue de l'intervention de Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Bernard. Bien, je te laisse la parole, à toi. Et bonjour à tout le monde. Alors le sujet d'aujourd'hui, le dialogue que l'entreprise peut avoir avec ses salariés sur la formation, avec leurs représentants, il fait l'objet d'une double actualité. C'est la double actualité sociale finalement de l'année 2017 et de l'année 2018. La première, chronologiquement, c'est la réforme des instances représentatives. Alors si vous n'avez pas déjà franchi le cap, il faudra, au plus tard, avant la fin de l'année 2019, avoir mis en place le comité social et économique en remplacement des instances précédentes qui existaient chez vous. Alors soit des délégués du personnel si vous avez moins de 50 salariés, soit des délégués du personnel, un comité d'entreprise et éventuellement un CHSCT si vous avez plus de 50 salariés. Donc exit ces institutions, pour certaines installées de longue date dans le paysage, et on va basculer sur le CSE. Alors on va voir comment on peut construire un dialogue avec le comité social et économique sur la formation, mais on va débuter par la construction d'un dialogue avec les salariés, parce qu'il y a quelques nouveautés à ce sujet dans la loi du 5 septembre 2018 sur la manière d'articuler le dialogue sur la formation avec les salariés sur les obligations des entreprises en ce domaine. Alors nous ne nous en tiendrons pas au versant évidemment juridique et obligatoire, on regardera quel est l'intérêt qu'il peut y avoir à avoir un minimum de discussion avec ces salariés et leurs représentants sur la formation dans le cadre d'une formation bien gérée, comme le disait Bernard, de bonnes pratiques. Donc concernant les salariés, la loi du 5 septembre dernier a conforté l'obligation d'avoir avec les salariés un entretien professionnel au moins une fois tous les 2 ans. On va voir avec un petit peu de marge de manœuvre par la négociation sur le rythme de cet entretien. C'est un entretien qui est destiné à parler d'avenir. C'est peut-être pas la seule occasion de dialogue, parce qu'il faudra aussi dialoguer, pas simplement sur comment peut se présenter l'avenir, mais aussi sur quelles sont les compétences dont on a besoin tout de suite, immédiatement, pour réaliser les activités qui sont confiées aux salariés, et puis peut-être du dialogue aussi sur la manière de décider, de prendre une décision sur est-ce qu'il faut et à quoi d'ailleurs former les salariés, de les associer à cette prise de décision suivant l'objectif et la finalité de la formation, ce qui est une manière évidemment de mieux garantir la condition de l'efficacité. Si j'envoie un salarié suivre une formation sans qu'il ait été consulté, il peut avoir l'impression de subir le processus et ce n'est pas la meilleure manière de le préparer à en être acteur. Donc on va commencer par le volet salarié et on va continuer par le volet donc CSE en regardant comment ce comité social et économique se substitue aux instances existantes. Alors, du point de vue de l'obligation stricte de l'entreprise, avec tout salarié, il est nécessaire d'avoir un entretien professionnel, au moins une fois tous les 2 ans, dont le contenu est en partie défini par
la loi, puisqu'on nous dit que c'est un entretien qui porte sur l'évolution ou les évolutions professionnelles possibles pour le salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. Et la loi prend soin de préciser également qu'il ne s'agit pas d'un entretien où on va évaluer le travail du salarié. Donc c'est plutôt prospectif. L'objectif ici, la finalité, c'est de donner un petit peu de visibilité aux individus, avec toute la difficulté que ça peut présenter quand on est dans des environnements où soi-même de visibilité on a peu, mais donner le maximum de visibilité pour que les gens puissent anticiper sur leur situation. Alors ce qui supposerait que dans le cadre de ces entretiens, l'entreprise ait un échange avec les salariés sur un premier sujet, c'est entre l'entretien que l'on fait aujourd'hui sur les perspectives et le futur entretien, dans 1 an, dans 2 ans maximum. Est-ce qu'il y a des possibilités que l'emploi occupé évolue et est-ce qu'il faut s'y préparer? Est-ce que c'est un emploi qui a toutes les chances de rester à peu près dans la même configuration ou bien est-ce qu'il y a des activités, des tâches qui seront différentes? Est-ce que les technologies qu'on utilise vont évoluer? Est-ce que les exigences des clients vont évoluer? Donc est-ce qu'il y a un périmètre potentiellement un peu différent pour l'emploi à venir, de manière à ce qu'on puisse s'y préparer? Et deuxième question, mais qui est différente, est-ce qu'on envisage qu'à terme, le salarié soit toujours sur la même fonction et le même type d'emploi, ou bien est-ce qu'il y a ou pas des possibilités d'évolution dans l'entreprise? Ça, c'est une exigence qui se porte sur l'employeur de donner des informations sur les perspectives. Alors il y a ici une toute petite difficulté quand même, un point de vigilance pour l'entreprise, c'est de ne pas confondre des perspectives possibles, éventuelles, envisageables, et des engagements. Il ne s'agit pas de dire, voilà ce qui va vous arriver, et comment ça va se passer dans les 2 années, on n'est pas forcément dans ce niveau de détail-là, mais il s'agit de faire un petit tour d'horizon pour voir comment l'activité de l'entreprise et donc ses métiers pourraient évoluer. En complément de ces 2 éléments, l'entreprise a l'obligation de donner quelques informations aux salariés sur ses possibilités de validation d'acquis, c'est-à-dire est-ce qu'au regard des activités qu'il a exercées dans l'entreprise, des compétences qu'il a pu y développer, est-ce qu'il y a matière ou pas à rechercher ou obtenir une certification par la voie de la validation des acquis. Alors l'entreprise n'est pas obligée de travailler sur un projet particulier dans ce domaine, il faut donner une information minimale aux salariés pour permettre de savoir que la VAE existe, qu'ils puissent éventuellement se poser la question. Il faudra aussi indiquer si l'entreprise a fait le choix ou pas, elle est libre d'avoir le choix qu'elle veut, mais si elle a fait le choix ou pas d'avoir une politique en matière de compte personnel de formation et d'accompagner les éventuelles demandes ou utilisation du compte personnel de formation par les salariés. Et puis il y a une 3e information que la loi de septembre rajoute, qui n'existait pas jusque-là, qui est d'informer les salariés sur l'existence du conseil en évolution professionnelle. Alors le conseil en évolution professionnelle, c'est la possibilité pour tout actif, quel que soit son statut, le lieu où il travaille, etc., de bénéficier gratuitement, c'est financé par ailleurs, de bénéficier gratuitement d'un accompagnement pour élaborer un projet professionnel et un projet de formation. Cet accompagnement est réalisé à ce jour par l'APEC ou Pôle emploi, ou Cap emploi pour les personnes en situation de handicap, ou par les missions locales pour les jeunes, donc qui ont moins de 26 ans, mais également par les fonds GESIF, qui vont se transformer au cours de l'année 2019 et qui deviendront des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, donc ils vont changer de nom, mais la structure va rester à peu près dans sa configuration actuelle, et les fonds GESIF, au cours de l'année 2019, assureront cette prestation de conseil en évolution professionnelle. Alors s'agissant de salariés dans le secteur notamment de l'imprimerie, de la communication graphique, on pourrait conseiller d'aller voir soit effectivement le fonds GESIF, soit l'APEC, ça paraît les 2 organismes les plus appropriés. À partir de 2020, on va lancer au cours de l'année 2019 un appel d'offres pour avoir d'autres opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Et on aura donc à partir de 2020 des opérateurs nouveaux. Mais pour l'année 2019, c'est ce que vous indiquez. Alors il s'agit de donner une information minimale aux salariés pour savoir qu'ils peuvent avoir un appui. Ça peut être pratique d'ailleurs pour une entreprise, s'il y a des gens qui se questionnent sur une évolution, etc., de pouvoir avoir cette prestation extérieure si on n'est pas capable soi-même
en possibilité de la rendre. On connaît ces métiers, pas forcément tous les autres. Alors ça peut vouloir dire mobilité externe, donc pour une entreprise, ça peut être des gens qui partent, donc ça peut être un inconvénient, ça dépend si on a véritablement besoin des compétences et si on a du mal ou pas à en retrouver, mais c'est une information que l'on devrait donner. Au-delà de ça, dans l'entretien professionnel, on peut aussi évidemment faire le tour des souhaits du salarié, c'est-à-dire l'interroger sur ce qu'il souhaite par rapport à la fonction qu'il occupe et à la question du développement des compétences, puisque l'entretien il est quand même centré sur un volet compétences, et regarder ce qui est possible ou pas dans l'entreprise. C'est un entretien, c'est un échange, il n'y a pas de conclusion particulière à en avoir, il n'y a pas d'engagement à prendre, il s'agit simplement que chacun ait un petit peu plus de visibilité sur les intentions de l'autre. En tout cas, c'est la finalité de cet entretien. Alors cet entretien ne répond pas à une question, donc il va falloir trouver un autre process, une autre manière de traiter cette question-là, c'est comment on diagnostique les compétences, s'il y en a, qui seraient nécessaires de développer, mais pour le coup, pas pour le futur, tout de suite pour les activités exercées par le salarié. Est-ce que la personne est à l'aise dans ses fonctions? Est-ce qu'elle maîtrise le fonctionnement de son poste? Est-ce qu'elle maîtrise ce qu'elle a à faire en termes de tâches, d'activités, de responsabilités? Ou est-ce qu'elle a besoin de développer des compétences dans ce domaine-là? Alors je parle bien de développer des compétences, puisque en aucun cas la loi n'organise un entretien formation au sens où il s'agirait de résumer la question à est-ce que vous avez envie de suivre une formation et laquelle? La question c'est plutôt est-ce que vous avez besoin ou pas de développer des compétences? Et si c'est le cas, après on peut envisager le moyen avec lequel on va développer ces compétences-là. Ça peut être de la formation si c'est le moyen le mieux adapté, ça peut être d'avoir des activités nouvelles à exercer, ça peut être de travailler sur certains projets de l'entreprise sur lesquels on n'avait pas l'occasion de travailler jusque-là. Il y a différentes manières de développer ces compétences et pas simplement la formation. Alors, petit point de vigilance, et notamment, pas que, mais notamment pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés ou davantage. Le point de vigilance est le suivant. Dans la loi du 5 septembre 2018, on a conforté le fait que faire des entretiens tous les 2 ans avec les salariés, et ce depuis, on est censé les faire depuis 2014, est une obligation. Et on a sorti cette obligation d'une obligation complémentaire, c'est de faire suivre au moins une fois tous les 6 ans une formation aux salariés, ou de les amener à une certification, ou de les faire bénéficier d'une évolution salariale ou professionnelle. Et l'entreprise doit justifier qu'elle a réuni au moins 2 des 3 indicateurs que je viens d'indiquer, c'est-à-dire le suivi d'une formation, l'obtention d'une certification ou une évolution salariale ou professionnelle. Bon. Si on n'a pas rempli cette obligation, il y a un manquement de la part de l'entreprise et donc une possible mise en cause par le salarié ou par les représentants du personnel sur ce sujet si le salarié estime qu'il en a subi un préjudice. Donc c'est un premier point de vigilance puisqu'il s'agit d'une obligation d'employeur. Lorsqu'on a 50 salariés et plus, cette obligation est la même, mais on a, et là pour le coup la vigilance doit être redoublée, une sanction qui est beaucoup plus importante puisqu'on considère que si les entretiens, donc un entretien tous les 2 ans n'a pas été fait pendant 6 ans, et que le salarié n'a pas suivi une formation, alors autre que les formations qui sont obligatoires en vertu d'un texte, sinon on ne peut pas occuper la fonction ou l'activité. Ça veut dire que pour qu'on considère qu'une formation soit obligatoire, il faut à la fois qu'elle soit précisément imposée par un texte légal, réglementaire ou une convention internationale. Dans certains secteurs, on a ça, notamment sur les métiers de l'aérien, où la totalité des obligations de formation ont une dimension internationale, et que ce texte prévoit qu'on ne peut pas exercer l'activité si on n'a pas suivi cette formation. Un exemple de ce qu'est une formation obligatoire de ce point de vue, les conducteurs routiers, les chauffeurs, qui doivent suivre une formation initiale minimale obligatoire, une FIMO, pour pouvoir occuper leur fonction de chauffeur au-delà du fait qu'ils aient le permis, et qui doivent ensuite, tous les 5 ans, resuivre une formation, sinon ils ne peuvent pas conduire, on est dans ce cadre-là. Par contre, on n'est pas dans ce cadre-là, par exemple, lorsqu'on fait passer à quelqu'un
un CACES, puisque le CACES n'est pas une obligation, c'est une manière de satisfaire à une obligation, mais je pourrais parfaitement délivrer une autorisation de conduite, donc sans avoir forcément fait suivre une formation obligatoire ou une formation calibrée, après avoir vérifié tout simplement que la personne a les compétences pour piloter les matériels qui sont utilisés dans l'entreprise. Donc on n'est pas sur le champ de l'obligation. Alors ce qui veut dire que les formations non obligatoires, c'est la très grande majorité des formations que vous pouvez faire suivre à vos salariés. Donc il faudra avoir vérifié que tous les salariés qui étaient là ou qui sont chez vous depuis 2014, avant 2020 et jusqu'en 2020, ont au moins suivi une formation et bénéficié des entretiens. Alors si jamais vous n'avez pas réalisé les entretiens au début, si vous avez mis un petit peu de temps pour les mettre en place, et donc si sur les premières échéances vous avez raté cette obligation. Il y a une possibilité qui est que l'on vous laisse la possibilité, et ça va faire le lien avec le travail avec les représentants du personnel, la possibilité de négocier un accord. Alors, si vous avez des délégués syndicaux, ça se négocie avec eux. Si vous n'avez pas de délégués syndicaux, mais que vous avez des élus, actuellement au sein des délégués du personnel, une délégation unique, un comité d'entreprise, et demain un CSE, ou d'ores et déjà un CSE, vous pouvez négocier avec vos élus, le fait que les entretiens ne se déroulent pas une fois tous les 2 ans, mais suivant une autre périodicité. Alors on ne vous définit pas, d'ailleurs, c'est assez libre, le champ de cette périodicité. Donc si vous aviez vraiment des difficultés, que vous arrivez à vous entendre avec vos élus, vous pourriez dire, c'est pas un entretien tous les 2 ans, c'est par exemple un entretien tous les 3 ans, ça vous en fait plus que 2 en 6 ans. Ou bien vous pourrez dire, c'est 3 entretiens tous les 6 ans, mais c'est pas forcément tous les 2 ans, donc on pourrait faire les 3 entretiens les 3 dernières années. Bref, on peut essayer de se donner un cadre qui corresponde à ces pratiques pour éviter la pénalité, parce qu'encore une fois, si on a plus de 50 salariés et qu'on n'est pas capable de justifier du respect de ses obligations, on a une pénalité qui peut être très lourde, c'est 3 000 € par salarié concerné, et ces 3 000 €, il va falloir les verser sur le compte personnel de formation des salariés. Ce qui veut dire qu'à l'échéance 2020, les entreprises sont censées s'auto-pénaliser. En 2020, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui gérera le compte personnel de formation, et donc il faudrait envoyer la liste des salariés concernés avec le chèque, 3 000 € par salarié. Alors vous voyez, pour quelqu'un qui a une centaine de salariés, si jamais on dit il y en a 30 ou 40 pour lesquels on ne peut pas justifier, compter 30 ou 40 fois 3 000 €, ça commence à faire des sommes conséquentes. Donc on a intérêt à s'occuper de cette question dès aujourd'hui, à faire en sorte d'éviter cette pénalité, parce qu'ensuite, il y a d'abord un intérêt pour les salariés, donc du coup pour avoir des gens qui réclament ces 3 000 €, et ensuite, si on n'a pas effectué le versement spontanément, le fisc peut vous redresser, et en plus, vous pouvez donc payer 2 fois, donc payer pour les salariés et avoir la pénalité fiscale. Donc c'est un point de vigilance. La loi de septembre 2018, elle est plutôt dans l'optique de donner plus de liberté aux entreprises sur le type de formation qu'elles peuvent organiser, sur la manière de développer les compétences des salariés, sur la possibilité de recrutement. On avait vu ça dans une conférence précédente, en apprentissage, donc elle distribue pas mal de liberté. Là par contre, on a une contrainte nouvelle à côté de laquelle il ne faut pas passer. Jean-Pierre, oui. Juste sur ces obligations, ce sont des questions qui reviennent régulièrement. L'obligation, les obligations qui s'imposent aux employeurs, ça conjugue à la fois l'entretien et une autre obligation. Oui, il faut pas. Oui, voilà. C'est ça parce que les 2 sur 3, il a fallu que je m'explique assez régulièrement. Oui. C'est pas l'entretien plus 2 obligations sur les 3. On ne peut pas dire que les textes aient fait beaucoup d'efforts, parce qu'on a gardé pour tous les employeurs l'obligation d'avoir et des entretiens et de remplir 2 critères sur 3, ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Mais la sanction, elle ne concerne que les entreprises de 50 salariés et elle ne porte pas sur ces critères-là, elle porte sur 2 critères différents. C'est est-ce que vous avez fait les entretiens et est-ce que tout salarié a suivi une formation non obligatoire au sens où je la définissais tout à l'heure, sur 6 ans. Alors, pour le paramètre de tout le monde a suivi au moins une formation, peu importe que la formation elle soit interne ou externe, peu importe qu'elle ait duré 15 jours ou qu'elle ait duré une demi-journée, peu importe qu'elle soit sur la fonction occupée ou qu'elle porte sur autre chose, on n'a pas d'autre critère que de suivre une formation autre que totalement imposée par un texte, sinon les gens ne sont plus autorisés
à travailler. Les 6 ans, ça compte en fait finalement avant 2021. Les 6 ans, ça dépend comment on compte. Voilà. C'est vrai que ça a été déclenché par la loi qui a été adoptée en mars 2014. Donc si je me mets de date à date, l'échéance c'est mars 2020. D'accord. Et si je suis un tout petit peu plus large pour dire, bon, c'est les années civiles, la loi a été votée, la première année civile complète c'est 2015, donc ça fait 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, voilà. 6e année, et j'ai l'année 2020 pour, c'est pas forcément, ça ne s'arrête pas au mois de mars, j'ai toute l'année 2020 pour remplir mon obligation. Donc là-dessus on a peut-être une petite marge de manœuvre. Une dernière chose, Jean-Pierre, dans les obligations de l'employeur, et notamment les obligations qui seraient liées à la rémunération, est-ce que des rémunérations, enfin des augmentations collectives, finalement, emportent cette obligation? Oui, alors il y a deux choses. Quand je trouve éventuellement dans une convention collective une obligation de revalorisation des salaires, ou si j'ai négocié ça dans un accord, ça vaut revalorisation pour tout le monde, donc le critère est rempli, il n'y a pas de problème. La question qu'on pourrait se poser, c'est quelqu'un qui était en 2014 sur un minima, au SMIC par exemple. En 2020, il est toujours au SMIC. Oui. Certes, le SMIC a augmenté. Est-ce qu'il a eu une revalorisation salariale parce que le SMIC a été revalorisé? Alors, moi, je n'ai pas la réponse à ça. Il n'y a que les juges qui l'auront si jamais on va les voir. C'est pas tout à fait sûr. Sur le reste, par contre, le fait que la revalorisation soit collective ne pose pas de problème particulier. Collective au niveau d'une branche ou de l'entreprise? Bien sûr, au niveau des deux. Alors, ensuite, donc vous avez ces entretiens professionnels. Le process de dire où est-ce qu'on va diagnostiquer les compétences dont le salarié a besoin dans le cadre de ses activités. Et puis vous avez l'occasion d'un dialogue aussi avec les salariés au moment où vous décidez. Prenez la décision de former. Alors dans le cadre de ce qui va devenir, ce qui est aujourd'hui le plan de formation et ce qui s'appellera à partir de 2019 le plan de développement de compétences des salariés, vous avez la possibilité de décider de former vos salariés. Ça ne pose pas de problème particulier. La formation est obligatoire pour les gens à partir du moment où vous l'avez décidé, dès lors qu'elle correspond à leur champ de responsabilité, à leur qualification, au métier qui est le leur, aux fonctions qu'ils exercent dans l'entreprise. Alors on peut décider, ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut se passer de la capacité de proposer éventuellement la formation. Quand la formation est totalement indispensable par rapport à l'activité exercée. Il y a très peu de marge de manœuvre, donc je me retrouve à dire il faut que tu te formes à telle ou telle technique. Mais on peut avoir des formations qui ne sont pas forcément indispensables. On pense que si on les fait suivre aux salariés, ça va être du plus, ça va leur donner soit un meilleur confort de travail, soit une efficacité supplémentaire, soit une valeur ajoutée supplémentaire. Mais on peut souhaiter aussi que les gens partagent ce choix. Sinon, peut-être que les bénéfices de la formation ne seront pas ceux espérés. Donc c'est à vous de voir quelle place vous donnez finalement au volontariat de vos salariés dans la prise de décision. Quand on est évidemment sur une formation obligatoire, la question ne se pose pas. Quand on est sur une formation indispensable, elle ne se pose pas beaucoup non plus. Mais quand on est dans une formation d'amélioration, de développement de compétences, de recherche de valeur ajoutée supplémentaire, il faut vérifier quand même que le projet est un minimum partagé par le salarié. Et puis vous avez une autre possibilité. À partir de 2019, nous avons réalisé une conférence sur ce sujet. Le compte personnel de formation va être monétisé. Les salariés disposeront donc tous d'un budget qui est mis à leur disposition pour suivre une formation. Ce budget, ils peuvent l'utiliser librement pour suivre les formations de leur choix dès lors qu'elles sont éligibles, donc certifiantes. Ils peuvent aussi l'utiliser en accord avec l'entreprise. Et là, on peut trouver un double intérêt. L'intérêt pour l'entreprise, c'est d'une part l'engagement du salarié qui est prêt à utiliser ses droits pour une formation, ça manifeste son intérêt pour cette formation. Et puis l'intérêt financier qui fait que si le salarié mobilise ses droits, pour l'entreprise, la formation coûtera un peu moins cher. À l'inverse, pour le salarié, le fait d'utiliser ses droits pour quelque chose que l'entreprise soit va cofinancer, soit va lui permettre de suivre pendant le temps de travail, ça lui donne un effet de levier, parce que s'il utilise son CPF tout seul, c'est sur son temps personnel et dans la limite de son budget. Donc on peut avoir un intérêt commun ici autour du compte personnel de formation, et les entreprises doivent se poser la question, est-ce que ça vaut le coup pour certaines formations de proposer aux salariés qu'ils utilisent leurs droits, moyennant quoi l'entreprise, elle, soit fera que tout ou partie de la formation se fait sur le temps de travail, soit complétera si le financement est insuffisant. Donc on a plusieurs occasions de dialogue avec les salariés. Alors, pas simplement sur la formation, j'y reviendrai, peut-être d'abord, avant de parler de formation, sur le besoin
de compétences, sur le type de compétences qu'on pourrait développer, et ensuite sur la formation qui permettra de le réaliser. Concernant la dimension collective, à partir du moment où vous avez plus de 11 salariés, vous devez mettre en place, avant la fin de l'année 2019 ou plus tard, un comité social et économique. Mais sous une même appellation, on a quand même deux instances assez différentes. Pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés, le comité social et économique, ça va être, grosso modo, les délégués du personnel sous une nouvelle appellation. C'est-à-dire qu'on va élire, suivant l'effectif, si on a entre 11 et 24 salariés, une personne, un titulaire, un suppléant. Si on a entre 25 et 49, deux personnes, deux titulaires, deux suppléants, qui joueront le rôle de comité social et économique. Mais ce comité va récupérer les attributions qui sont aujourd'hui les attributions des délégués du personnel. Donc on va changer de nom, mais ça ne va pas changer grand-chose dans votre fonctionnement. Et dans le dialogue que vous allez avoir avec ces élus, il n'y a pas de formalisme particulier sur la formation. Il y a une capacité des élus à interpeller, à questionner l'entreprise sur ce qu'elle fait en matière de formation pour les salariés. Il y a la possibilité pour l'entreprise d'informer ses élus sur sa politique de formation ou pourquoi elle décide telle ou telle formation pour telle catégorie ou tel salarié. Mais il n'y a pas de dialogue organisé. À partir du moment où on arrive à avoir 50 salariés, le comité social et économique se substitue aux trois instances existantes, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Donc une instance unique. Si on regroupe les trois instances en une, c'est pour gagner en lisibilité, en simplicité et en efficacité. En effet, on constate que dans le champ de compétences des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT, il y a des questions qui appartiennent finalement aux compétences des trois instances. Par exemple, la question de la santé au travail. Je peux en discuter avec les délégués du personnel, c'est aussi une compétence du comité d'entreprise et c'est la compétence principale du CHSCT. Donc la loi a considéré que, au fur et à mesure des années, les compétences des instances représentatives sont de plus en plus superposées et que donc il était plus simple d'avoir une instance unique. Alors cette instance unique récupère l'intégralité des compétences exercées précédemment par les délégués du personnel, par le comité d'entreprise et par le comité d'hygiène, santé, sécurité et conditions de travail. Donc cette instance unique va être compétente sur le champ de la formation. Et dans ce cadre-là, on a un dialogue un petit peu plus structuré et organisé, puisque si vous avez au moins 50 salariés ou davantage, vous devez avoir 3 temps de rendez-vous récurrents tous les ans avec le CSE. Un pour parler de la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire comment vous allez déployer cette stratégie au cours de l'année à venir. Un autre pour parler de la politique sociale, c'est-à-dire l'intégralité de la politique ressources humaines de l'entreprise, depuis le recrutement jusqu'aux rémunérations en passant par la politique de santé, la politique de conditions de travail et donc de formation. Et un troisième rendez-vous sur la situation économique et financière de l'entreprise et la présentation de ses comptes. Bien. Donc, la formation dans ces 3 rendez-vous-là va être abordée 2 fois. Au moment de la stratégie pour présenter la politique, puisque la stratégie impacte les activités de l'entreprise, son organisation, ses métiers, et donc potentiellement ses compétences, et donc la politique de formation se déduit de ces évolutions. Et puis, la politique sociale, puisque là, il s'agira de dire quelles actions concrètement met en place pour accompagner donc les évolutions dans l'entreprise et son développement. Et ensuite, il faudra travailler de nouveau avec le comité social et économique chaque fois que vous aurez une décision importante à prendre en matière de formation, puisque la formation fait partie du champ de compétences largement entendu donc du CSE. Dans ce cadre-là, et compte tenu des nouveautés apportées par la réforme de la formation, donc la loi du 5 septembre dernier, il va falloir avoir sans doute un travail pour se mettre d'accord sur 3 sujets. D'abord, en 2019, comme je l'indiquais, on supprime le plan de formation, on le remplace par un plan de développement de compétences. C'est-à-dire que potentiellement, à la fois, on élargit la définition de l'action de formation, on permet de mettre plus d'actions à l'intérieur de ce qu'est une action de formation, et en même temps, on vous permet, dans un plan de développement de compétences, de mettre aussi des actions qui ne sont pas des formations, mais qui peuvent contribuer
au développement des compétences des salariés. Par exemple, la participation de salariés à un projet qui ne rentre pas dans sa fonction à lui, mais auquel on l'associe pour qu'il puisse développer des compétences particulières. Donc, ça devient très large. Ce n'est pas simplement les actions de formation. Donc, ce sont toutes les actions qui vont contribuer au développement de compétences. Alors, il peut y en avoir beaucoup, et donc se pose une première question, c'est sur quel champ on va travailler dans le développement de compétences, de quoi parle-t-on, quelles sont les actions que l'on va recenser à ce titre-là. La deuxième question, c'est la question de l'information. Avec quels matériaux on va outiller le dialogue avec les représentants du personnel. Et là, nous avons une toute petite difficulté dans les textes, qui est la suivante, c'est que les textes sur le CSE ont été rénovés par les ordonnances Macron de septembre 2017. Et on a eu un décret qui a défini toutes les informations qu'il fallait donner au CSE, qui a été pris à la fin de l'année 2017, le 29 décembre exactement. Et la loi réformant la formation, elle date du 5 septembre, elle est donc 2018, elle est donc plus récente. Et les décrets concernant l'information du CSE n'ont pas été actualisés. Ce qui veut dire que la liste des informations qu'on vous demande de communiquer à votre CSE n'est plus tellement en phase avec le contenu de la réforme. Il y a un petit décalage. Alors heureusement, on vous laisse la possibilité de dire ce que prévoit la loi est finalement supplétif. On ne doit faire ce que prévoit la loi que si on ne s'est pas mis d'accord pour faire autrement. Donc, on ne saurait trop vous inviter, dans l'attente d'une éventuelle révision des textes qui ont vocation à être mis en cohérence, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, à définir, alors soit si vous avez des délégués syndicaux avec eux, soit avec le comité social et économique, finalement les types d'informations dont ils ont besoin et ce que vous allez leur donner pour travailler sur ces sujets-là. De quel type d'informations on a besoin. Et dans ce cadre-là, il y a une notion, alors qui elle ne bougera pas parce qu'elle intégrait déjà la nouveauté, une notion qui est la notion d'investissement en formation. L'investissement en formation, il y a eu une époque où on disait aux entreprises qu'elles devaient dépenser en matière de formation, comptabiliser leurs dépenses, etc. Tout ceci est terminé depuis 2015 et la loi de 2018 ne revient pas là-dessus. Donc les entreprises n'ont plus à comptabiliser leurs dépenses. Et donc, il n'y a plus de méthode de calcul particulier dans le Code du travail sur ce qu'est l'investissement en formation. Or, cet investissement, donc je ne reviens pas sur le fait que dans le plan de développement de compétences, on peut avoir à la fois des actions de formation et puis d'autres types d'actions. Et sur l'investissement en formation, on peut avoir un investissement qui n'est pas que financier. La formation, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi la mobilisation de moyens internes. Quand on utilise les salariés comme formateurs internes pour former les autres salariés, ce n'est pas une question strictement financière. Je ne dépense pas, je n'achète pas une formation, je prends du temps, je mobilise des moyens en interne, je mobilise éventuellement des équipements, je mobilise du matériel, et puis il y a le temps que les gens vont passer en formation, le temps que je vais prendre pour organiser tout ceci. Donc de fait, on pourrait englober, regrouper dans l'investissement formation de l'entreprise tout ce qu'elle met en œuvre, tous les moyens qu'elle mobilise pour développer les compétences de ses salariés. Donc pas simplement une dimension, c'est-à-dire que concrètement l'investissement en formation, ça ne se traduit pas forcément que par un chiffre en euros. Ça se traduit par qu'est-ce qu'on a mis en œuvre cette année pour développer les compétences des salariés. Peut-être qu'on leur a laissé du temps pour s'adapter à leur activité, peut-être qu'on a eu des gens qui en interne ont formé leurs collègues ou ont transmis ce qu'eux-mêmes avaient acquis en formation, peut-être qu'on a envoyé des gens à l'extérieur en formation, peut-être qu'on a fait venir des personnes à leur organisme de formation ou pas, ce qui fait que ce n'est peut-être pas des formations, mais malgré tout, les gens sont venus pour apporter des compétences aux salariés, les aider à réaliser leurs activités. Voilà, c'est à la fois le périmètre du plan de développement de compétences et la manière dont on recense tout ceci. C'est autour des moyens mobilisés pour développer les compétences des salariés qu'il faut essayer de construire un dialogue social avec les représentants du personnel, au-delà du dialogue qu'on a avec les salariés eux-mêmes. Et dans ce domaine-là, et en conclusion, avant de peut-être répondre aux questions, la loi de septembre 2018 opère une bascule qui était peut-être latente dans les réformes précédentes, mais là elle est très nette, c'est de beaucoup moins s'intéresser à la formation, le moyen, et beaucoup plus s'intéresser à la compétence, le résultat. Donc ici, on a peut-être et on peut être avec des interlocuteurs, qu'il s'agisse des salariés, qu'il s'agisse des représentants du personnel,
qui ont finalement une vision de la formation, j'allais dire, c'est pas du tout péjoratif évidemment, assez traditionnelle. La formation, c'est qu'on va se former à l'extérieur dans un organisme de formation, c'est le stage. C'est une vision qui commence à être un peu ancienne. Et la formation, c'est tous les moyens que l'on a à notre disposition de développer nos capacités. Le travail est une manière de se développer. La loi reconnaît dorénavant les formations en situation de travail, qui nécessitent une organisation certes particulière, mais qui prennent appui sur le contexte de travail. Je peux être formé par mes collègues, je peux être formé à l'occasion de ma participation à des événements, par le fait d'aller dans un salon découvrir les nouvelles technologies, les nouvelles techniques, etc. Par le fait d'utiliser des ressources en ligne quand vous avez besoin chez vous de savoir, ou pas de savoir, de pouvoir faire une opération quelconque. Si vous n'êtes pas très bricolo et que vous avez à construire quelque chose ou à réparer dans votre maison, mais qu'est-ce que vous faites? Le premier réflexe, c'est soit vous avez un copain qui est capable de vous dire comment il faut faire, soit vous allez voir sur YouTube s'il n'y a pas un tutoriel qui vous montre avec une vidéo de 3 minutes comment il faut s'y prendre et vous gagnez du temps. Donc les manières de développer son compétence sont innombrables, extrêmement diversifiées. Alors c'est peut-être un dialogue autour de ça qu'il faut avoir, de quelle manière on va développer les compétences des salariés, et puis quel type de compétences pour quelles activités. Peut-être ne pas se laisser enfermer dans le dialogue que l'on a avec les salariés et leurs représentants, sur le volet formation de manière trop exclusive et trop étroite, pour plutôt aller sur de quelles compétences on a besoin et quels sont les moyens les plus appropriés pour développer ces compétences-là. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Alors, effectivement, en introduction, on évoquait opportunités et obligations. Et finalement, on conclut sur les opportunités qu'offre à la fois la loi sur la nouvelle définition de l'action de formation, la mise en œuvre, en tout cas la reconnaissance de l'action de formation en situation de travail, qui modifie en tous les cas la cartographie habituelle que l'on avait dans la définition du plan de formation et donc dans les relations qu'on peut avoir à la fois avec les salariés et les instances du personnel. En t'écoutant, ça nous renvoyait de toute façon à l'une des premières conférences que l'on a faites ensemble, qui était on forme pourquoi, comment, et notamment on forme sur la base de la motivation et de l'engagement volontaire du salarié. Effectivement, dans les relations ensuite, dans le dialogue social, il faut retrouver ces appuis pour construire quelque chose qui positive en tous les cas la démarche de développement des compétences dans l'entreprise au profit de la compétitivité de cette entreprise justement. De la compétitivité de l'entreprise et puis aussi de sa performance sociale, parce Bien que sûr. les compétences, c'est aussi de la sécurité pour les salariés, du confort de travail, de la préservation de la santé, peut-être moins d'accidents. En fait, c'est un tout. Hein. C'est gagnant-gagnant. Oui, sur nombre de compétences, l'intérêt est vraiment commun partagé. Tout à fait. Ouais. D'où l'idée d'un dialogue social clair, objectivé. Oui. Toi, par rapport aux premières conférences que nous avons réalisées, peut-être que le message particulier de celle-ci, c'est de dire à partir du moment où on discute d'un objet, si les deux parties n'ont pas une représentation identique de l'objet sur lequel on discute, c'est source d'incompréhension et potentiellement même, peut-être pas de conflit, mais parfois si, parce que on n'est pas sur les mêmes bases. Donc je pense qu'il y a là un petit travail pédagogique à faire avec ses interlocuteurs sur pourquoi on discute autour de la compétence des salariés et pas simplement on rentre dans les questions à travers la formation qui encore une fois est un moyen, n'est pas une finalité en soi et qui n'est pas le seul moyen de développer les compétences. Donc je pense qu'il faut remettre le dialogue dans le bon sens pour éviter les contresens. En tous les cas, tu nous y as aidé avec cet éclairage comme d'habitude. Stéphanie, y a-t-il des questions ? On a une question de Laetitia. Comment l'employeur formalise-t-il la montée en compétence de ses salariés s'il a été formé par un collègue, par exemple? Alors, il y a un principe juridique qui dit pas d'intérêt, pas d'action. Donc, si vous voulez formaliser, acter à un moment donné les montées en compétence des salariés, la question c'est pour quel usage? Qu'est-ce que vous allez en faire? Pourquoi vous voulez tracer la compétence de la personne? Si vous avez la réponse à cette question, et que la question porte sur le comment, donc je ne vais pas me dérober, il y a une pratique que j'aime bien en entreprise, qui est que lorsqu'on a un entretien individuel avec les salariés, alors ça peut être à l'occasion de l'entretien professionnel, en marge de celui-ci, dans le cadre d'un entretien individuel, si vous faites des entretiens managériaux, le fait de passer en revue
fait une sorte de revue de personnel, de passer en revue toutes les compétences que les gens ont eu l'occasion de développer dans l'année. Soit parce qu'ils ont été en formation, soit parce qu'ils ont exercé des activités nouvelles. Vous voyez, par rapport au message précédent, on rencontre parfois des gens qui vous disent, prendre un exemple récent, une personne qui était en responsabilité de mettre en place et d'organiser des formations de formateurs, en me disant, ben moi je passe mon temps à organiser des formations pour les autres, ça fait 4 ans que je suis dans l'entreprise et on ne m'a jamais formé. Bon, je dis, ah bon? Elle me dit, oui, donc on ne s'occupe pas de moi. Et je lui dis, mais quand vous êtes arrivé dans l'entreprise il y a 4 ans, entre ce que vous saviez faire et ce que vous étiez capable de faire, et aujourd'hui, ce que vous savez faire et ce que vous êtes capable de faire, est-ce qu'il y a un écart? Ah oui, il y a un écart. Et donc, de fait, la personne avait effectivement développé des compétences. Mais du fait qu'elle n'avait pas été suivre une formation formelle, elle avait l'impression qu'on l'avait laissée à l'écart. Et donc, le fait de faire peut-être un bilan qui ne serait pas simplement un bilan, est-ce que vous avez été suivre une formation ou pas, mais qui serait effectivement, comme vous le dites dans votre question, quelles compétences vous avez eu l'occasion de développer, permettrait peut-être aussi de faire prendre conscience à certains salariés, parce que ça ne va pas forcément de soi, qu'à l'occasion de leurs activités, ils ont eu l'occasion de développer des compétences. Alors on pourrait le faire dans le cadre de soit d'un entretien, soit d'un échange avec le salarié. Après, la question de ce qu'il faut le tracer, est-ce qu'il faut le formaliser, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que la formalisation est indispensable de tracer? Ce n'est pas une obligation légale. Voilà, donc c'est vous qui voyez en fonction de l'usage que vous en avez. Mais je pense que faire effectivement un point sur quelles compétences vous avez eu l'occasion de développer peut être fort utile. Stéphanie, d'autres questions? Très bien. Il nous reste à tout d'abord te remercier, Jean-Pierre, vous remercier, chers internautes, et puis vous proposer de nous retrouver donc le lundi 17 décembre. Alors nous serons au cœur d'une actualité brûlante, puisque nous serons à quelques jours d'un changement de voyelle, on passera de l'OPCA à l'OPCO, mais néanmoins on abordera avec vous les possibilités d'accompagnement, de financement d'AGFOS PME qui peuvent être déployés à votre profit, en tout cas au profit du développement de votre plan de compétences. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.